Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, on parle souvent de talent, mais quelquefois la qualité du travail délivré. Mais la réussite professionnelle, la vraie, ne repose jamais sur un seul pilier. Elle est née d'un triptyque, l'excellence individuelle, dit-on, la capacité à gérer une équipe et l'art, qui est peut-être plus délicat, de bâtir des collaborations solides. Alors, exceller seul ne suffit pas. C'est ce que nous dit notre invité qu'on reçoit ce matin. Diriger sans comprendre les personnes avec lesquelles on travaille ne mène nulle part. Collaborer sans vision dilue les énergies. Nous en parlons de 10h à midi. Ceux qui souhaitent témoigner ou poser des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Rédige un partenariat de haut vol et comme vous êtes expert en excellence organisationnelle, ce sont des thématiques que vous abordez aussi dans le cadre des interventions qui peuvent être les vôtres. Alors déjà, s'il fallait définir ce qu'on entend par la réussite professionnelle. La réussite professionnelle, chacun peut l'identifier peut-être à des parcours, à des modèles, des réussites. Est-ce qu'on peut tenter peut-être, pour commencer notre émission, tenter de la définir, Sophie Nalagé? Oui, la réussite professionnelle est un grand terme et il y a qui mêle des concepts de management, mais aussi des concepts philosophiques. C'est-à-dire, à la fin, dans notre réussite, est-elle mesurée matériellement ou est-elle mesurée par une quête de sens qui est plus profonde que les différents KPI, etc. Donc, on pourrait passer les 2 heures sur le volet philosophique de la question. Moi, j'aime bien tout d'abord commencer par demander à chaque personne, et donc chaque auditeur qui nous écoute aujourd'hui, doit se poser la question, tout d'abord, qu'est-ce qui lui importe ? Qu'est-ce qui lui tient à cœur de réaliser cette année, ou l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Et après, on mesurera la réussite professionnelle par l'atteinte de cet objectif qui vous tient à cœur. Donc, vous pouvez très bien être le chef d'entreprise, vous pouvez être dans une association caritative, d'accord? Donc, la réussite professionnelle se mesure par le pourcentage d'atteinte de vos objectifs professionnels. Oui. Et comme cela, je pense qu'on va éviter le piège philosophique, d'accord, des personnes qui veulent forcément dire non, réussite professionnelle se mesure uniquement par des métriques. Les objectifs, bien entendu, mais les objectifs peuvent différer. Moi, je vais prendre un exemple simple dans le monde du sport. L'objectif de quelqu'un qui va, entre guillemets, faire une carrière sportive dans le football, à tout hasard, puisqu'il y a quelques échéances qui vont être extrêmement regardées dans notre pays, c'est d'être parmi les meilleures équipes, les meilleurs joueurs. Gardons cet exemple qui vous paraît simple et anodin. Oui. En fait, même dans cet exemple, nous pouvons avoir 2 personnes qui pratiquent la même activité. C'est-à-dire qu'ils peuvent être dans la même équipe. Pour l'un, ou la 3 personnes. Pour l'un, ça va être effectivement les titres remportés. Donc la partie fierté, ego, legacy. Oui. Pour une autre personne, ça va être le rendu pécuniaire qu'il va réaliser en obtenant ses titres. Et pour une 3e personne... Mais je ne connais aucun joueur qui préférait les gains matériels au fait de remporter une Coupe du Monde ou un titre prestigieux. Troisièmement, il y a la portée qui nous dépasse. Donc c'est le fait de dire, si je remporte cette compétition, ce n'est même pas pour moi. Je ne veux même pas que l'histoire se souvienne de mon nom, mais en fait, je suis conscient de la responsabilité que je porte sur mes épaules parce que je représente une nation, etc. Et donc, c'est les hommes de l'ombre. Oui, c'est le fait de définir ce qui compte pour vous, votre réussite, comme un objectif, un horizon qui, dans le sens, dépasse votre personne simple. Donc, même réussite, à la fin, plusieurs fois, pendant de nombreuses années, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et à la fin, ça revient vraiment à ce que, individuellement, vous considérez comme étant l'objectif qui vous tient à cœur. Oui. Et je ne veux exclure personne
D'accord, ça veut dire que même si quelqu'un va au travail même pas pour atteindre des résultats, il va au travail pour avoir rahat al-bal. D'accord, il ne cherche pas à dépasser, c'est que ça va pas très bien à la maison. Pas nécessairement. S'il va au travail pour avoir la paix de l'esprit, c'est que quelque part, en dehors du travail, elle peut ne pas être, présente. Non, pas nécessairement. Donc quelqu'un qui part. Parce que des fois, j'ai rencontré des personnes à qui je parle du contenu de mes livres, de ce que je prêche d'un point de vue dépassement de soi, etc. Et il y a des personnes qui me disent moi, ça ne m'intéresse pas de faire des plus 20%, plus 30%. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être bien dans mon travail. Et il dit c'est très bien. Mais c'est une définition de la réussite. Et voilà. Pour moi, s'il fallait peut-être me hasarder à ce jeu des définitions, parce que il faut bien effectivement commencer. On peut passer facilement les 2 heures que sur la partie définition. On est satisfait, on considère qu'on a un parcours réussi dès lors que là où on se trouve, on n'est pas entre guillemets en dissonance dans la mesure où ce qui nous arrive là où on est nous satisfait. Alors on est quelque part, ça nous enchante, comment dire, si à contrario quand on est quelque part et qu'on est malheureux, ce qu'on définit comme étant le malheur, c'est l'inadéquation entre ce que je veux que les choses soient et ce qu'elles sont dans la réalité. Donc inversement, si je suis dans un endroit où les choses me conviennent, où effectivement je considère que là où je suis, c'est là où je dois être, c'est un parcours réussi. Parce que là où je suis, au contraire, au lieu de provoquer le malheur, ça provoque au contraire un sentiment de satisfaction et même, oui. Donc, je pense qu'on peut boucler ici la parenthèse, définition, etc. Parce que j'ai un peu s'extirper pendant. Parce que souvent, le reproche qu'on peut nous faire, c'est broder autour d'un aspect qu'on n'a pas nécessairement éclairci, c'est ce qu'on peut définir comme étant la réussite professionnelle. Soufiane Alagi. Exactement. Oui. Là, et souvent, et moi j'aime beaucoup cette citation de Boris Cyrulnik, qui dit que la réussite peut être le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée. Ah. Ça peut vouloir ça peut vouloir dire plein de choses, mais parfois nous avons des réussites qu'on peut se définir, des objectifs qu'on peut se donner à court terme ou même à moyen terme, et puis quand les cheveux grisonnent, on se rend compte que oula, était-ce vraiment la destination mais ça, je vois tout à fait. C'est dans le monde du sport, je peux l'appliquer très, très aisément. Alors, une personne qui joue au foot pour être le meilleur joueur, alors il y a deux options. Ou elle parvient, entre guillemets, à être le meilleur joueur du monde, ou elle n'y parvient pas. Et si elle y parvient, c'est qu'elle se compare, entre guillemets. Sa valeur se définit par rapport aux joueurs qui jouent à la même période. Donc l'objectif, entre guillemets, ça naît d'une souffrance. Que je suis n'est pas suffisant. Oui. Ou alors, et donc, il faut que je sois au-dessus pour que ce soit assez. Imaginez le cas, si vous voulez qu'on reste dans le monde du sport, imaginez quelqu'un qui se donne un objectif à court terme ou à moyen terme d'être le meilleur joueur de ce que vous voulez, de la ville, de la nation, de l'équipe, du monde, et puis qui tire tellement sur son corps qu'arrivé à la quarantaine, en fait, son corps il a bousillé son corps et doit vivre avec ses conséquences. Il y a des boxeurs célèbres. Très bien, pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, etc. Et là, quand les cheveux grisonnent, pas mal de fois, c'est là où on fait un vrai résumé de ai-je bien visé la bonne réussite. Ai-je bien couru derrière les bons lièvres? Exactement. Et c'est là, justement, que pour moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est ma lecture de cette citation, que la réussite est souvent le bénéfice secondaire d'une souffrance cachée. Oui, souvent, ou peut-être quelquefois. Comme j'ai dit, donc, c'était vraiment la partie philosophique, la partie où on reste sur la partie définition, pour dire que, pour essayer de définir la réussite professionnelle, et on peut essayer pendant longtemps, à la fin, ça revient à des mesures individuelles, d'accord, de ce qui compte le plus pour nous. Et des fois, pour plusieurs personnes que j'ai rencontrées durant les années passées, malheureusement, on ne sait pas vraiment
ce qui est important pour nous. Ou alors, ça nous prend des années pour arriver à enfin mettre le doigt dessus. D'accord? Et donc, ça peut être dans le domaine comme j'ai dit, de la santé personnelle. Ça peut être dans la composante relation. Autrement dit, j'ai passé tant d'heures au bureau, quel impact sur la famille, sur les relations qui importent. J'ai couru derrière les titres, les expatriations, etc. Oups, mais combien de temps j'ai passé avec mes parents tant qu'ils étaient là. Tu vois, des fois, on a ce genre de réalisations qui viennent après coup. Et pour les plus chanceux d'entre nous, en fait, on arrive à définir ces éléments de ce qui importe vraiment relativement tôt. Et c'est vraiment ce que je souhaite à chacun de nos auditeurs, c'est d'être à l'écoute d'eux-mêmes. Exactement, et d'utiliser très tôt les retours des premières années pour découvrir ce qui compte vraiment, d'avoir peut-être la sagesse d'écouter. Pas mal de fois, on sous-estime la valeur de la parole des anciens, si on veut le dire comme ça. Donc, je souhaite à nos auditeurs d'avoir cette sagesse de s'écouter, de faire un retour sur leur vécu des années de leur propre expérience pour savoir les éléments, les situations qui leur ont donné du bonheur plutôt que non, et aussi d'avoir encore une fois l'intelligence ou la sagesse de puiser dans notre intelligence collective et d'en discuter avec des personnes qui les ont précédés. Oui, mais 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ceux qui n'ont etc. pas la chance d'avoir des grands-parents, il y a des micro-trottoirs formidables partout dans le monde où effectivement on pose la question à des personnes âgées, qu'est-ce qui est véritablement importé dans votre existence, et par nécessité, ce sont de courtes vidéos. Exactement. Mais il y a également des études, il y a également des études qui ont duré des dizaines d'années, qui montrent que à la fin même, si on prend la longévité des participants à ces études, sont corrélés à la qualité des relations. D'accord, au nombre de relations qui comptent dans la vie des gens. Encore une fois, je pense que je voulais tout à l'heure fermer la parenthèse, mais vraiment, je pense que c'est on continue à l'ouvrir, parce que ce sont des questions très importantes qu'il s'agit de se poser le plus tôt possible. De destination, il n'est vraiment pas important à quelle vitesse on y arrive. Si la destination est erronée. Donc j'espère que nos éditeurs nous pardonneront pour ces premières vingtaines de minutes à digresser autour de la définition. Comme on a le temps jusqu'à midi, donc, et d'autant qu'on reste ouvert à l'échange par rapport aux témoignages ou aux avis qui peuvent ne pas être concordants avec les nôtres. Nous restons bien entendu ouverts à l'échange, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et on reprendra le cours plus tranquille de notre émission après la respiration musicale. Et nous nous intéressons ce matin à la réussite professionnelle avec notre invitée Soufiane Raji. Bon, on peut poursuivre quelquefois le fil conducteur de nos discussions, y compris pendant les respirations musicales, dont on profite avec ceux qui nous écoutent. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Après cette courte tentative de définition de ce que c'est que la réussite professionnelle, quels en sont les piliers? Exactement. Soufiane Raji. Donc là, pendant des années, j'ai vu quelques dimensions distinctes pour réussir ce à quoi on aspire. D'accord. Donc là, et j'ai par rapport les livres que j'ai écrits sur le sujet, chacun va aller dans un sens, partager une des méthodes que j'ai développées durant les années. Le premier va regarder l'autodépassement. Donc la réussite par l'explosion de ses résultats individuels. C'est-à-dire si on se rend meilleur, on est naturellement plus satisfait, là on se trouve. Et si votre hiérarchie, si on revient à l'entreprise maintenant, vous demande de délivrer 100, en fait, comment ne pas juste arriver à 90, ne pas arriver à 100, comment arriver à 120, 130, voire même à doubler, à délivrer le double de ce qui est normalement attendu de quelqu'un dans votre position. Et il y a des méthodes testées et prouvées
qui marchent pour tous, qui ont été justement essayés par plusieurs de mes lecteurs dans plusieurs pays et qui me confirment que la dite méthode marche. Donc, c'était un des aspects. Donc, pendant... on peut s'y arrêter quelques instants. Parce que... Bien sûr. Mais après, effectivement, c'est une recette, mais il faut qu'il y ait un écho ou une résonance dans l'entreprise dans laquelle, effectivement, la personne travaille. La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, la quasi-totalité des situations, quand un employé délivre, c'est en général, ça contribue également à la réussite de toute son équipe, de sa hiérarchie directe et de l'entreprise. Donc, cela, en général, est bien perçu, bien rétribué, et donc c'est bien corrélé avec l'appréciation, d'accord, que l'employé reçoit. À condition que le salaire en question, peut-être, où la personne en fasse la publicité, et ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il y a des personnes plus réservées, plus discrètes, avec des personnes plus réticentes, plus éloignées. Donc, il y a des conditions, entre guillemets, Sofiane Al Rajhi. Des conditions pour ce... Oui et non. Parce qu'on va entendre beaucoup de témoignages d'auditeurs qui... Avec les années, j'ai appris à dissocier le cœur de ce que l'on fait du style avec lequel on le réalise. Donc il y a des personnes des fois qui disent « Ah, ceci ne marche pas pour moi parce que je suis introverti ». L'autre qui dit « Ah non, moi je suis extraverti. Ceci ne marche que si on a une fibre comme ça. Ceci ne... » En fait, et j'ai appris avec les années que non, justement, la beauté de la méthode que je prêche n'est pas influencée, ou ne dépend pas du style de la personne. On va l'appliquer différemment, mais le fond va être le même. Et quand on revient à la partie communication que vous venez de citer, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui recommande aux différents professionnels de dire ce que l'on va faire, de dire ce que l'on fait, et faire ce que l'on dit. Point. Point. Et ceci ne nécessite, et dans cette simple citation, ça ne dit pas prenez des fanfares, ça ne dit pas monter sur les toits, ça dit simplement dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. En tout cas, Karim Dronnet est venu pour nous dire les faits. On va l'écouter, ça s'appelle les informations. On va l'écouter pour le flash d'actualité. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts consacrée ce matin aux ingrédients de la réussite professionnelle. Nous reprenons la suite de notre émission avec notre invité Sofiane Al Rajhi, qui est expert en excellence organisationnelle. Nous nous intéressons aux piliers de la réussite professionnelle. Alors Sofiane Al Rajhi, on a évoqué l'un des piliers qui sont simplement les performances entre guillemets, ou peut-être la qualité du travail délivré par la personne en question. Et effectivement, il y a quelquefois un retour. Et si j'entends bien, il y a des méthodes pour, entre guillemets, booster cet aspect-là. Exactement. Et donc la méthode que je propose, c'est une méthode vraiment très simple. Je dirais très simple à comprendre, mais qui demande de la discipline dans l'exécution pour qu'elle donne des résultats appréciables sur la durée. Et en fait, cette méthode, elle est très simple. C'est une méthode en 3 itérations. Ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir la discipline de délivrer d'excellents résultats sur des sphères qui vont aller en grandissant. Donc tout d'abord, chacun d'entre nous, dans son milieu professionnel, que ce soit en entreprise, en associatif, quel qu'il soit, même à la maison, a une zone de responsabilité. Et donc, le premier point, c'est d'abord de délivrer des résultats exceptionnels sur cette zone-là. Cette zone où on a l'autorité complète. Alors dans la famille, c'est la responsabilité du père, de la mère. Chacun a une casquette, chacun a un rôle. Comme en entreprise, chacun a une casquette, parfois ce sont les mêmes, ça rend les choses un peu plus délicates, mais c'est un terrain plus qu'abreux, Sofiane Al Rajhi. Non, vraiment les choses sont beaucoup plus faciles que des fois ce qu'on aimerait. Quand les choses sont simples pour soi-même, on a l'impression que
Oui, quand on discerne, quand on voit les choses il faut clairement. décomposer. Moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'il y a un sujet complexe, j'aime le décomposer en ses composantes. C'est pour ça que vous écrivez des ouvrages. Exactement, en des composantes simples. Et je sais que chacun d'entre nous apprécie de recevoir des explications simples. Simple ne veut pas dire simpliste. D'accord, donc des explications simples. Et je pense que chacun d'entre nous, dans sa vie personnelle ou professionnelle, a différentes casquettes. Chaque casquette et chaque rôle a des objectifs. D'accord. Et quand on pense à réussite, ce n'est rien d'autre que d'atteindre les objectifs qu'on s'est donné ou que d'autres personnes nous ont donné pour cette fameuse casquette. Et on prend les casquettes une par une. Donc pour rester sur revenir sur notre mais dans l'entreprise, on nous donne des responsabilités, mais on ne veut pas nécessairement toutes les responsabilités qu'on nous donne. Et pourtant, il faut entre guillemets les assumer. Imaginons dans un métier, bon, je vais prendre tous les métiers, on peut les décomposer, quels que soient les métiers. Alors il y a un certain nombre de tâches qu'il s'agit d'accomplir. Pour certaines, il y a une appétence, pour d'autres, il y a une neutralité, pour d'autres, il y a une réticence. Et il y a nécessairement la composition d'un pourcentage, entre guillemets, d'affect qu'on associe aux trois composantes. Alors imaginons, pour 80%, j'aime bien ce que je fais. Et pour 10%, bon, je suis plutôt neutre. Et pour peut-être 10%, il y a quelques réticences. Les choses sont très simples. Même les choses complexes sont très simples. C'est pour ça que dans les administrations, on voit des personnes qui ne sont pas des plus joyeuses. Pas toutes, mais quand les tâches, entre guillemets, sont parfois vides de sens. Il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire, mais avec les dernières années, personnellement, j'ai eu de très bons échanges, de très bonnes expériences avec l'administration, avec les individus au sein de plusieurs administrations. Et du coup, je ne généraliserai pas. Je sais qu'effectivement, il y a encore à boire et à manger, mais ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire, ce n'est pas parce qu'on est dans un service, ce n'est pas parce qu'on est dans une administration que nécessairement les choses vont mal, qu'on ne peut pas prendre d'initiative, etc. etc. Il n'y a que... Pour une image, pour les personnes qui veulent une image, en fait, même quand vous allez à l'hôpital public, les différents services ne se valent pas. Il y a des services où on ne souhaite pas à son pire ennemi de se retrouver. Et il y a des services qui, en fait, vraiment, quand vous y entrez, vous dites « Ah, mais ceci n'a rien à envier aux meilleures cliniques de la place. Ce qui fait que, vraiment, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on est fonctionnaire, est-ce qu'on est dans le privé, est-ce qu'on est... non. C'est comment est-ce qu'on voit, quelle est notre perspective individuelle par rapport à notre rôle, à notre mission, comment est-ce que ce service, cette équipe est gérée. Donc on reviendra sur la deuxième partie du triptyque, c'est l'excellence dans la gestion d'équipe, donc on y arrivera. Donc comment est-ce que ce chef de service gère ce service ou son équipe. Et puis troisièmement, c'est comment... Là, on finit la déclaration du triptyque, c'est la capacité au-delà de sa propre équipe, de son propre domaine, sa capacité à nouer à collaborer et à nouer des partenariats solides et fructueux avec justement le monde extérieur. Et pour revenir, le premier pilier de ce triptyque, qui est en fait le fait de réussir avec excellence, de se dépasser par rapport aux résultats qu'on s'était donnés pour l'année en cours, restons sur l'année. Comme ça, c'est encore plus pratique. Donc, surtout qu'on arrive au terme de 2025. Exactement. Et pour certains, c'est le moment, pas seulement de prendre de bonnes résolutions, mais de se poser les bonnes questions. Et aussi, ceci arrive pour pour certaines entreprises de la place, arrive au moment de la revue des performances annuelles. C'est le moment où, justement, à la fin de l'année, on va se renouveler les attentes pour l'année qui suit. Donc, c'est effectivement le bon moment. Donc, pour avoir les bonnes résolutions et personnelles et professionnelles. Il y a une recommandation que je donne quasiment systématiquement à tous les jeunes qui sont venus me voir précédemment pour me dire, écoute, comment je fais pour avoir de super résultats pour l'année qui vient. Il y a un petit conseil, tout simple, mais extrêmement puissant. Et ce que je leur dis, c'est la chose suivante.
fermez les yeux. Imaginez-vous, par exemple, dans le cas qui nous intéresse maintenant, imaginez-vous, projetez-vous en décembre 2026. Oui. Prenez un papier et un stylo. Mais ne fermez pas les yeux en conduisant. Avec papier ou stylo, je pense pas qu'on soit au volant. Donc là, non, parce que ceux qui nous écoutent, bon. Pas maintenant, pas quand vous aurez le temps de vous poser. Donc, fermez les yeux. Projetez-vous en décembre 2026. Prenez un papier et un stylo et écrivez. Écrivez ce que vous avez réalisé en 2026. 2026. Ah. C'est d'où le fait de se projeter, de fermer les yeux. Ça veut dire que pour l'année qui vient, une chose est de prendre les demandes de sa hiérarchie. Par exemple, votre hiérarchie va vous dire, écoutez, on a besoin que vous délivriez le projet A, B et C. D'accord, dans les temps, avec le budget, etc. Quand on nous donne, et ça c'est humain, quand on nous donne une tâche difficile, au départ, on se dit, oula, si j'arrive à la faire, ce sera déjà énorme. Mais qu'est-ce qui se passe quand on commence par ce positionnement-là? Qu'est-ce qui se passe en fin d'année? On va voir son supérieur, d'accord, et on est fait waqt al-hisab. Et ok, qu'est-ce que tu as réalisé cette année? Et tu dis, voilà, j'ai réalisé le projet A, B et C. Ah bon? Bah, ok, merci. Et donc, ceci n'a rien d'exceptionnel. Merci, c'est pour ça que vous avez été payé tout au long de l'année. Exactement. C'est ça le sous-texte. Ça veut dire que vous n'avez fait que ce qui était demandé. Et c'est malheureux parce que ça veut dire qu'on va travailler pendant... Et c'est humain, ça arrive à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est pas juste les petits jeunes qui se font avoir des fois dans ce petit piège. Mais ceux qui arrivent en général avec une certaine fraîcheur ont par définition plus d'enthousiasme. Oui, mais l'enthousiasme, oui, je dis, c'est plus d'énergie. À la fin d'année, tu vas t'asseoir avec ton supérieur hiérarchique et vous allez écrire votre revue de performance. Et ce qu'il va avoir dessus, c'est OK, nous avons demandé à notre collaborateur X de délivrer A, B, C. Il a délivré A, B, C. Nous sommes contents de ce collaborateur. On le garde pour un nouveau tour de piste. Mais tu dis comme ça, c'est vraiment pas un élément de fierté. C'est formidable. Le nouveau tour de piste, c'est une autre façon de dire respiration musicale. Déjà Ok, allons-y. Toujours. Allons-y. Mais ça nous fait un petit zig, parce que sur l'excellence individuelle, bon, il y a des conseils, effectivement, sur lesquels on va s'attarder encore quelques-uns. Mais je voudrais juste finir la recommandation, parce que là, j'ai montré qu'est-ce que... Alors, on a écrit sur le papier. Qu'est-ce qu'il faut écrire? En fait, il faut écrire ce que vous avez fait et relisez-le. Si la façon que vous avez écrit, si ce que vous avez écrit ne vous procure pas de la fierté, ça veut dire qu'il faut retravailler soit le quoi ou le comment. Autrement dit, on vous a demandé de délivrer le projet A. Est-ce qu'il est possible de délivrer A et un petit plus? Ou bien le comment? On vous a demandé de délivrer A, on vous a donné un budget, peut-être on vous a donné une date. Est-ce qu'il y a moyen de délivrer avec un peu moins de ressources? Ou bien un mois ou quelques semaines avant la date qui était demandée. Ça veut dire quel est l'élément de surprise que je pourrais ramener? Avec un peu moins de ressources, les ressources humaines, ils sont très très sensibles. Effectivement, mais c'est juste pour clore. C'est vraiment juste pour clore sur cela, comme ça on passe sur un autre point après la respiration musicale. C'est-à-dire que maintenant, écrivez votre réalisation de 2026, relisez-le, assurez-vous qu'il y a un élément de fierté dedans. S'il n'y en a pas, retravaillez soit le quoi ou le comment de ce que vous allez délivrer. Et en général, je vous assure, que ça ne prend pas plus d'efforts, c'est juste plus d'intentionnalité. C'est-à-dire que si vous vous dites, maintenant, pour le projet A, et j'ai 12 mois pour le faire, comment, sur ce projet qui va prendre 12 mois, comment je pourrais le délivrer, par exemple, 2 semaines plus tôt que l'échéance qui était nécessaire? Je vais trouver un moyen. Mais il faut que j'ai la conscience que c'est ça l'élément de surprise que je veux ramener. D'accord? Oui. Et donc voilà, donc c'est... l'élément de surprise, c'est aussi la respiration musicale. On va découvrir ce que la production nous réserve. Tout à fait, Sofiane Alagi. On va se retrouver pour la suite de notre émission dans quelques instants. Et nous restons, je rappelle toujours le numéro du standard. Nous restons ouverts à l'échange, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin, qu'on consacre au succès ou ce qu'on définit comme étant la réussite professionnelle. Elle a certains piliers et
un triptyque, comme on disait, pour ceux qui se joignent à nous, et dont le premier, c'est l'excellence individuelle, nous dit Sofiane Alhaji. Exactement. Alors, Exactement. il y a une méthode, une recette. Alors, Voilà, une méthode simple qui demande de la discipline, qui vous permet régulièrement de délivrer des résultats distinctifs. Bien entendu, et il y a différents cercles que tu nous disais, Sofiane. Avec une expansion de la discipline. Voilà, la responsabilité qui est la sienne, mais il y a effectivement d'autres éléments qui s'y rajoutent. Effectivement. Oui. Donc une fois qu'on a réussi à délivrer de belles choses à son niveau individuel, en fait, on n'est pas seul dans l'entreprise. Il y a plusieurs autres personnes, il y a notre équipe directe qui, pas mal de fois, peuvent bénéficier de ce qu'on a fait. Si on a trouvé une méthode plus efficace pour délivrer des résultats, si on a trouvé une méthode plus efficace pour mieux négocier avec un fournisseur, pour faire qu'on évite certains pièges lors d'une gestion de projet. D'accord ? Donc, ceci nous aura bénéficié pour les 1, 2 ou 3 projets qu'on a délivrés l'année. Mais imaginez qu'autour de vous, il y a une dizaine ou des dizaines de collègues qui, en théorie, peuvent se retrouver dans la même situation, à négocier avec un fournisseur, à délivrer des projets. Et donc, la deuxième étape de cette réussite individuelle, c'est aussi d'arriver à réappliquer les excellents résultats que nous avons délivrés la première, ce que j'appelle itération, à notre univers immédiat, à notre cercle immédiat, ce que j'appelle notre cercle d'appartenance. Alors, si ça bénéficie aux autres, bon. Mais voilà, j'ai multiplié par 10 dès que le delta que j'ai réalisé ma première itération, là, ma deuxième itération, je vais multiplier par 10, je vais avoir un impact. Et la beauté de la chose, c'est que ça ne me demandera pas 10 fois plus de temps. En fait, ça me demande même un 10e du temps pour montrer aux autres ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, parce qu'à la fin, c'est eux qui vont l'appliquer à leur domaine respectif. Et c'est là une des grosses pertes, même dans les entreprises qui sont les mieux gérées. Oui, à mon avis, une des plus grandes pertes d'un point de vue gestion des ressources, gestion des plans d'activité. C'est en fait quand on prend quelqu'un qui a délivré de super résultats dans une année donnée, et puis l'année prochaine, on va lui dire, écoute, ok, parfait, tu étais excellent cette année, l'année prochaine, je te donne des projets complètement différents. Moi, ce que je dis, un petit conseil aux chefs de département, aux chefs d'équipe, aux personnes qui assignent les différentes ressources aux différentes priorités, s'il vous plaît, protégez 10% du temps de vos collaborateurs les plus méritants. Et ces 10%, retrouvez comment vous pouvez donc leur laisser. Ça peut être un projet, c'est pareil, qui va prendre maximum 10% de leur temps, ou vous leur demandez de réappliquer les bonnes choses qu'ils ont découvertes, appliquées, innovées l'année dernière pour le reste de l'équipe. Mais encore faut-il qu'on partage l'esprit, parce que ça me fait penser à cette citation d'un esprit chagrin qui disait qu'il ne suffisait pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Donc, oui. Donc, dans l'entreprise, il y a certaines personnes. Mais oui, mais dans l'entreprise, il y a certaines personnes qui disent il ne suffit pas d'être performant, encore faut-il que les autres ne soient pas très performants. Pour mieux ressortir du lot. Donc il n'y a pas que des esprits lumineux, il y a bien des esprits chagrins. Donc, cette méthode, en fait, qui est une méthode où on va croître d'une façon exponentielle notre cercle d'impact, parce que dans la troisième itération, en fait, on va aller au-delà. Si on a délivré de belles choses qui ont été réapplicables au niveau de notre équipe directe, celle à laquelle on appartient, en fait, il y a de fortes chances que le monde au-delà de cette équipe puisse également en bénéficier. Il est possible que toute l'entreprise puisse en bénéficier. Et donc, c'est une méthode vraiment où l'effort ne va pas nécessairement être démultiplié. Comme j'ai dit, 10% de l'effort permet de toucher 10 fois plus, un cercle 10 fois plus grand. Donc on peut rapidement faire bénéficier toute l'entreprise. L'intérêt général de la communauté qu'est l'entreprise, il est évident. Mais l'intérêt de celui qui va partager ne l'est pas nécessairement. Il y a parfois des visions un peu rétrécies. On arrivera, et c'est pour ça que quand on parle de triptyque, et c'est pour ça effectivement une des choses qu'on me reprochait quand j'ai sorti le premier livre justement de You Can Change the World, où je parlais de cette méthode avec des exemples. C'est une méthode qui a marché, elle marche. Ce qu'on m'a reproché, c'est de me dire
écoute, ceci ne peut pas marcher partout, ceci ne peut marcher que si ton supérieur hiérarchique le permet, qu'il est dedans, que l'environnement de l'entreprise le permet. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait ce triptyque. Et c'est effectivement avec le temps, je me suis rendu compte qu'effectivement, être performant ou surperformant à son échelle individuelle n'est pas suffisant, effectivement. Oui. Il faut que ce soit dans le bon environnement. Il faut que ce soit accompagné avec une excellence dans la gestion de l'équipe. Mais je vais prendre même un exemple que tout un chacun a pu connaître dans le parcours scolaire. Si tout le monde a la meilleure note, personne ne reçoit entre guillemets de gratification, parce que si par exemple je vais prendre on est formé quand on est dans le système scolaire. Bon, si moi je donne un exemple, un 18 sur 20, la deuxième meilleure note après c'est un 13. On est donc plus félicité. Donc dans le bâton et la carotte, dans l'éducation effectivement, il y a cette notion de comparaison et donc de volonté entre guillemets de ressortir du lot. Et disons donc ça revient, si on veut reboucler, ça revient à dans quel environnement est-ce qu'on est. En fait, des fois, et quel plaisir est-ce qu'on retire ou pas à être premier de cordée. C'est-à-dire, si vous avez 18, vous avez un ami qui est régulièrement à 13, si vous l'aidez d'une façon ou d'une autre à améliorer sa note, est-ce que vous en tirez du plaisir ou est-ce qu'en soi vous le prenez comme une rétribution, comme une réussite c'est ce que j'ai dit flouel. Donc tout dépend de comment vous mesurez la réussite et qu'est-ce qui est important à vos yeux au départ. Et donc si votre réussite vous la mesurez comme l'écart avec les autres, c'est autre chose que si vous mesurez votre réussite à quel est ce que moi j'ai réussi à faire et j'y rajoute ce que j'ai permis aux autres de réaliser à côté. Et justement, dans cette méthode, la méthode, comme je disais tout à l'heure, elle est simple à comprendre et elle a certains facteurs accélérateurs ou multiplicatifs et qui résident dans le savoir-être en plus du savoir-faire. Donc la méthode, donc il y a le savoir-faire, mais il y a également le savoir-être. Et ce que j'ai vu durant ma carrière, c'est que le savoir-être est un accélérateur de réussite personnelle. Donc quand on est motivé, ému, quand on retrouve du plaisir à être au service des autres, d'accord, d'une façon généreuse. Et on a la chance au Maroc que ce soit une composante forte de notre identité individuelle et collective. La partie générosité. Donc, on apprécie, on aime ça. Alors, quand on donne, on a beaucoup plus de plaisir, on ressent une joie interne qui est beaucoup plus grande que quand on reçoit. D'accord ? Et donc, on a la chance d'avoir cela comme composante identitaire que d'autres pays n'ont pas. Il est certain que quand on reçoit chez soi, effectivement, il y a dans l'observation qu'on peut faire, dans le cercle familial ou amical, cette générosité entre guillemets évidente. Alors, je ne sais pas si on fait preuve de générosité. Non, on respecte simplement notre devoir. 11h00. Mourad Baba est toujours à l'heure et est avec nous pour nous présenter les actualités. Et comme nous avons une deuxième heure d'émission, je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent que vous pouvez intervenir ou partager des avis ou poser des questions toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec un expert en excellence organisationnelle, Sofiane Arachi, et nous parlons ce matin de la réussite professionnelle. Et effectivement, qui consiste entre guillemets à être attentif à trois aspects qu'on a essayé d'éclairer ce matin. Alors l'excellence individuelle, on n'a pas été exhaustif, alors on va essayer d'accélérer pour Exactement. Ne pas laisser les auditeurs sur leur faim. Mais encore un mot sur l'excellence individuelle. Juste avant la pause, les cercles. Il y avait les cercles, d'accord, donc d'impact. Je pense que là, on les a bien couverts. Donc la responsabilité immédiate, le cercle d'autorité. Donc, immédiat, le premier cercle d'itération, où c'est un cercle où on a besoin de demander son approbation à personne, parce que ça fait déjà partie de nos responsabilités. Exactement, de notre casquette de base. Et une fois qu'on a surperformé
dans ce cercle-là, on a des choses dont on est fier. Une deuxième itération va toucher 10 fois plus de monde, c'est-à-dire typiquement c'est notre cercle d'appartenance. Oui. Les personnes qu'on côtoie tous les jours. Ouais. D'accord, et qui ne sont pas obligés de réappliquer les bonnes choses qu'on a faites. Et c'est là où le savoir-être va rentrer. Parce que si quelqu'un autour de toi, si un collègue venait te voir et te dire écoute, j'ai délivré quelque chose de super génial le mois dernier, et je pense qu'il pourrait te profiter, il y a des composantes personnelles qui te feront adhérer ou pas à cette proposition, même si elle est généreuse, même si elle est désintéressée. Oui. Et en fait, ça va être qu'est-ce que tu connais de cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude... Les intentions sont claires. Exactement. Et qui a l'habitude d'avoir des intentions louables que tu as essayées, que tu as observées, et qui est digne de confiance. D'accord? Plus c'est le cas, plus il y a de chances que tu adhères, d'accord, à sa vision du changement. Donc pareil, si on revient à nous-mêmes, absolument, plus on construit cette confiance, d'accord, et on sait que la confiance prend des années à être méritée et quelques secondes à collapser. Oui, il y a une citation qui dit que elle se gagne en gouttes et effectivement on se perd très, très rapidement. Exactement, exact. Et donc ça c'est les accélérateurs. Donc la méthode est un peu plus riche que ça, mais je pense qu'aujourd'hui on a le temps juste de d'en brosser le portrait rapidement. Je pense qu'on l'a fait, on a fait le tour. S'il y a des auditeurs qui veulent plus de détails, effectivement qu'ils appellent. À quel numéro appelle-nous? C'est le 05 22. Je vais l'énoncer très. J'ai l'habitude. 22 95 36 70 ou 80. C'est la première fois qu'un invité m'y invite. Voilà, on collabore, on le triptyque. C'est formidable. Gestion d'équipe. Et c'est vrai qu'une conversation, c'est à plusieurs, même si on peut converser de soi-même à soi-même. Gestion d'équipe, c'est le deuxième pilier. Exactement. Donc si vous avez une zone de responsabilité qui implique d'autres personnes, d'accord, si vous avez dans votre champ immédiat, donc soit des personnes qui sont dans votre équipe, qui sont vos subordonnés, ou juste vous êtes responsable d'un projet, donc vous avez des ressources dans votre équipe, même quel que soit, à partir du moment où vous avez d'autres personnes que vous pouvez aider à mieux performer, à mieux travailler de façon à ce que ça réagisse directement sur vos résultats. Oui. D'accord. Donc la deuxième partie de l'impact, je dirais, du manager va se faire ressentir. Là, et pareil, donc là, c'est un autre, mon deuxième livre d'un point de vue chronologique qui s'appelle Le Manager Épique et qui offre encore une fois une méthode simple à comprendre et qui prend des années à appliquer, qui demande de la discipline. Une méthode en 4 phases où d'abord, la première phase d'une relation réussie, ce n'est vraiment pas ce que vous faites. La première phase, et c'est une phase où on travaille. Donc, même s'il n'y a pas d'actions qui sont visibles de l'extérieur, c'est une phase, comme j'aime à dire, et c'est une phase, en fait, cette première phase de cette méthode du manager épique, ou de la relation épique, c'est une phase où on va former une haute opinion des personnes avec qui on collabore. Des personnes qui sont dans notre équipe. On va former une haute opinion, c'est-à-dire... Exactement. Oui. Parce que, regardez, des fois dans votre équipe, vous avez des personnes, je vais le dire comme ça se dit, vous avez des bras cassés. À partir du moment que le manager pense en ces termes de la personne qui est dans son équipe, qui dit « Oh purée, lui ou elle, c'est un bras cassé. » Ou disons à tout le moins, c'est pas la personne la plus motivée du monde. Excellent. À partir du moment où tu penses que c'est un tir au flanc, ou là que c'est un bras cassé, ou là que c'est quelqu'un... Disons que là, l'esprit ailleurs. Voilà. Par exemple, voilà. Donc à chaque fois que l'opinion que vous avez de la personne n'est pas une haute opinion, qu'est-ce que vous allez espérer tirer de lui? Même déjà dans votre tête, vous allez essayer de sauver les meubles. Donc vous allez lui donner des instructions spécifiques. Vous allez être derrière son dos, vous allez, respirer dans sa nuque, d'accord? Vous allez micromanager parce que vous ne faites pas confiance, d'accord? Parce que vous vous dites, il y a plus de chances que la personne rate qu'elle ne réussisse. Que son mauvais travail retentisse négativement sur l'ensemble du groupe. Exact. Et donc, vous allez être plus dans une damage control. Vous allez essayer de limiter les dégâts. Limiter les dégâts, que d'essayer de faire que la personne vole de ses ailes, qu'elle se développe, d'accord? Donc, et c'est pour ça que je reviens au point. La composante de base
dans un management épique, un management fantastique. La composante de base pour être parmi ces personnes, ces rares personnes dont on se souvient des années plus tard. Et je suis sûr que chacun de nos auditeurs se souvient d'un professeur. Exactement. Ça, c'est absolument vrai. Pas de beaucoup. Sur les centaines qu'on a eues, on va se souvenir de 1, 2 ou 3 qui ont été fantastiques, qui nous ont marqués. Et qui ont pu, la plupart du temps, c'est des personnes qui nous ont permis de nous dépasser, qui nous ont permis qui nous ont rendu meilleurs, simplement. Exactement. Il y a des personnes qui nous rendent meilleurs. Et donc, je mets au défi tous nos auditeurs qui, une fois que vous avez identifié ce professeur ou ce manager que vous avez eu dans votre histoire personnelle et dont vous gardez un super souvenir, je suis sûr, je vous mets au défi que ces personnes avaient une bonne opinion de vous et de votre potentiel. D'accord? Ça veut dire que peut-être que vous étiez, je ne sais pas, le Musharib al-Qism, مثلا, d'accord? Mais ce professeur a vu en vous votre potentiel. Et il est parti au-delà de ce qui tout le monde voyait, tout le monde raillait, pour dire non, viens, je te prends à côté, je te donne du temps parce que je crois en toi, parce que je veux insuffler en toi une nouvelle dynamique, je veux t'aider à croire ton potentiel. Et donc là, cette méthode et comme j'ai dit, là je le dis dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du manager, mais je vous assure, ça s'applique à toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, humaines, toutes les relations. Commence la qualité de la relation. La relation nous donne des ailes à partir du moment où la personne en face a d'abord une haute opinion de nous et que nous le savons. Oui, mais la question, ou plutôt l'objection qui va naturellement naître dans l'esprit de ceux qui nous écoutent ce matin, Sofiane Araji, c'est que pour avoir une haute opinion des personnes avec une haute opinion des personnes avec lesquelles on travaille, encore faut-il qu'elles nous donnent quelques raisons entre guillemets c'est vrai que certains sont dans l'observation qu'ils font des équipes avec lesquelles ils travaillent, une forme de clémence où on va voir la part de lumière qui est dans le cœur de chacun, mais quelquefois ceux qui vont nous écouter vont se dire bon, au travail manifestement je ne parle pas de générosité gratuite, pas de générosité, non, c'est pas de la bienveillance. J'adore le terme bienveillance, mais j'aime encore plus le terme de bienveillance contrôlée. D'accord, donc effectivement, je ne dis pas à nos auditeurs que nous arriverons à être des managers fantastiques avec tout le monde. Certains managers auront à l'esprit certaines personnes qu'elles vont juger comme étant entre guillemets des cas désespérés, c'est-à-dire des personnes sur lesquelles elles ont beau essayer de porter un jugement favorable ou d'essayer de voir le côté positif, elles y auront du mal. Regarde, j'ai eu des expériences personnelles qui m'ont profondément bouleversé ou changé et radicalement modifié ma façon de voir les choses. Elles vont dans les deux sens. Dans un cas, il y a des personnes que j'appréciais énormément, mais à qui j'ai conseillé de quitter l'entreprise, d'aller ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas en adéquation. Ce qu'ils faisaient au quotidien professionnel n'était visiblement pas en adéquation avec leur moi interne. D'accord ? Et je voyais les personnes qui souffraient. Le résultat était mauvais. Mais déjà là, pour arriver à avoir cette base de confiance où je les conseille pour ce qui est bon pour eux, il y a déjà la base, le fond, qui est un fond d'estime. C'est-à-dire, avoir une haute opinion de la personne, ça ne veut pas nécessairement dire se forcer à croire que je vais poser n'importe qui dans n'importe quel rôle et oui, je vais réussir à le faire réussir dans ce rôle. Pas nécessairement. Oui. Mais, d'accord, et de l'autre côté, j'ai eu une fois en 2015, j'ai eu un changement de rôle où j'ai hérité l'équipe de mon prédécesseur. Et mon prédécesseur m'a dit, écoute à Sofiane, l'équipe, celui-là il est excellent, ceux-là ils sont bien, mais celui-là, ça fait des années qu'il est systématiquement dans le bas du panier, et même, non seulement pour moi, mais aussi pour mon prédécesseur. Et Sofiane, il y a de fortes chances que dans l'année qui vient, tu doives initier un processus avec les ressources humaines pour remercier cette personne, lui demander de quitter l'entreprise. Donc, là, avec cette personne, ça m'a pris plus d'un mois à l'observer, à l'essayer, à lui donner des tâches, à observer comment il les ratait à chaque fois.
Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic, où j'ai vu cette personne qui, encore une fois, ratait, donc n'atteignait pas le niveau d'attente sur lequel on s'était mis d'accord avant, mais qui était le premier à s'en vouloir. Il était là et j'avais même pas besoin, en tant que manager, d'aller lui dire viens et lui tirer les oreilles si vous voulez. Non, lui-même, il venait et il se sentait misérable. Et il me dit écoute, vraiment, je regrette, j'ai pas réussi là, j'ai pas atteint le résultat. Et je lui dis écoute, ce que tu me dis me fait ce que j'en déduis, c'est que qalbak ala al-khidma. Et là, qalbak ala al-khidma, ça veut dire que toi, tu te juges et tu sais que ton potentiel dépasse tes résultats. Parce qu'une personne qui sait qu'elle ne peut pas et qui ne délivre pas, au contraire, essaie de cacher, essaie de paraître tzouaq. Mais quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir réussi, ça veut dire quelqu'un qui croyait fermement qu'il en avait la capacité. Et tu dis, écoute, à partir du moment que tu as cette attitude, on peut travailler ensemble. Et si tu veux, d'accord, si c'est le cas, il m'a dit oui, c'est exact. Moi, à partir du moment où je lui parlais, je voyais ses yeux qui s'ouvraient. Il me dit oui, c'est ça. Je dis écoute, si c'est le cas, alors on va faire un partenariat, toi et moi. D'accord ? Je m'engage en tant que ton supérieur hiérarchique à faire en sorte que tu atteignes les meilleurs résultats possibles d'ici la fin de l'année. D'accord ? Et je vais pas être, encore une fois, je vais pas être gentil. Je vais avoir ce qu'on appelle le tough love. D'accord ? Mais à chaque fois, je vais te pousser, mais je te pousse parce que toi, tu m'en donnes la permission. Parce que toi, tu veux atteindre justement ce potentiel et cette image d'excellence que tu as devant tes yeux. D'accord ? Et il me dit oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je demande à mon supérieur. Et tu peux imaginer, tu ressens assez pas que c'était vraiment un tournant dans la gestion de carrière de cette personne. D'accord ? Et j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Je pense que là, et je lui ai dit écoute, je vais mettre sur mes propres résultats attendus pour l'année. Donc moi-même, j'ai dit, je vais mettre ta réussite sur mes résultats attendus de l'année. Autrement dit, je suis parti voir mon propre supérieur et je lui ai dit, écoute, d'un point de vue développement de l'organisation de cette année, oui, il y a tel objectif et tel objectif, mais pour cette personne, en plus, je voudrais rajouter que cette personne va atteindre des niveaux d'excellence, d'accord, qui sont bons pour cette année. Et je lui ai dit, écoute, on est dans le même bateau. Donc là, je m'engage et on a travaillé ensemble et c'était un tournant dans l'histoire professionnelle de cette personne et c'était un tournant dans ma propre perception du potentiel qu'un manager peut avoir sur la qualité de vie, la qualité professionnelle, la carrière de cette personne. Et là, je te parle de 2015. Il y avait un écho, oui. Oui, mais justement, l'opinion favorable, la haute opinion qu'on va se former de la personne, encore une fois, ce n'est pas de la générosité ou de la bienveillance gratuite. Elle doit être contrôlée. Ça veut dire que si j'avais pas réussi à trouver ce bon fond dans la personne, d'accord, eh ben en fait, non. Moi aussi, j'aurais dit, écoute, j'ai essayé et je pense qu'il vaut mieux changer pour toi, pour l'entreprise. Pour moi, pour tout le monde, il faut que tu changes. D'accord ? Oui. Donc, voilà. Donc, pour revenir à cette... Oui. Donc, là, comme je dis, j'ai pris les deux cas extrêmes. Un où j'ai demandé à la personne, je l'ai conseillé de changer de parcours. D'accord ? Mais pareil, parce que je l'avais vu, je m'étais formé une bonne opinion de la personne, mais la conclusion était que c'est quelqu'un qui a un super potentiel, mais dans un environnement différent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de conclusion à notre émission. En tout cas, on essaie de partager le maximum de retours d'expérience et qui sait de conseils. Nous réagissons également à vos interventions. Si vous en avez ou si vous souhaitez les faire entendre, c'est toujours 05 22 95 36 70 ou 80, mais ce sera après le flash d'information, après la respiration musicale dont on va profiter à l'instant. Et nous reprenons notre émission là où on l'avait laissé avec notre invité Soufiane Raji, qui est expert en excellence organisationnelle. Alors nous en étions au deuxième pilier du triptyque, entre guillemets, de la réussite professionnelle. Après un moment de définition, après l'excellence individuelle, alors il y a la gestion de l'équipe et on a fait allusion à un deuxième ouvrage que vous aviez commis sur le manager épique, entre guillemets, où vous faisiez état des 4 piliers qui font que la relation de travail infuse positivement auprès des équipes, Soufiane Raji. Exactement. Donc le premier, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas mais qui est la base de toutes les relations solides, les relations qui performent, les relations qui
où on qui se distingue de toutes les autres. Et je dis relation au sens large. Nos chers auditeurs peuvent l'appliquer au niveau personnel ou professionnel, mais les relations les plus épanouies et les plus épanouissantes sont celles où les différents partenaires ont une grande appréciation, ont une image positive du dit partenaire. Donc, ramener au monde de l'entreprise, les équipes les plus performantes vont être celles où tous les individus savent, pas pensent, pas suspectent, non, ils savent d'une façon claire que leur supérieur hiérarchique a une forte opinion positive d'eux. Parce que ceci va conditionner toutes les interactions. Quand on interagit tous les deux à Sibadriak, et moi je sais que vous avez une opinion positive de moi. Si vous venez et me dites, écoute, c'est Sofiane, il y a une partie de l'intervention aujourd'hui que je n'ai pas appréciée. Je sais que mon interprétation va être, Sibadr veut que je sois meilleur les prochaines intervention, d'accord? Alors que si je pensais le contraire, si je pensais le contraire de ce que tu penses de moi, on s'accroche, oui. Eh bien, n'importe quel feedback, je vais le prendre comme une critique, comme une façon d'enfoncer le clou. Oui, d'accord, donc à chaque fois que tu vas me dire, exactement, à chaque fois que tu vas me faire la moindre remarque, je vais dire, là, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est, d'accord, et donc mon interprétation, ma motivation, l'esprit, oui. dans quelle mesure est-ce que vous pensez que je vais redonner de mon mieux? Est-ce que je vais aller plus vers l'expansion ou je vais essayer de me protéger? Non, mais on va se contracter. La personne qui se sent rejetée, elle est sur la défensive. Et quand on est sur la défensive, entre guillemets... Très bien. Malheureusement, dans la plupart des relations professionnelles où, par exemple, si vous avez quelqu'un de votre équipe avec qui ça passe pas, qui vraiment refuse le feedback, etc., 99% des cas, ce qu'il se dit, ce dont il ou elle est absolument convaincu, c'est que vous ne pensez pas que du bien d'elle. D'accord? Donc, ça, je pense assez pour la première partie. C'est pour ça que la forme est parfois plus importante que le fond. Et il y a cette citation d'Hugo qui dit la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Qui remonte. Mais le fond est toujours le plus important, oui. Mais il faut s'assurer que la forme... Mais bien entendu, parce que si dans la forme, je montre de l'hostilité à la personne, c'est pas la même chose que si je lui adresse des critiques en souhaitant qu'elle soit meilleure. C'est que quelque part, si je souhaite qu'elle soit meilleure, c'est que je postule qu'elle peut l'être. Mais si, entre guillemets, dans la forme, je dénigre ou je suis dans le mépris, c'est que quelque part, je rejette cette personne. Très bien. Oui. Parce que si on veut décomposer, encore une fois, on va passer de la partie complexe, on va simplifier la complexité. Oui. Dans vos interactions avec vos subordonnés, en fait, entre parenthèses, avec n'importe qui, avec qui vous êtes dans une relation qui est importante pour vous, il y a deux contenus que vous véhiculez. Il y a le contenu sur ce qui se passe et il y a le contenu sur ce que vous pensez de la personne. Absolument. D'accord ? Et donc, les deux, ce sont deux contenus parallèles, d'accord, qui se chevauchent. Et des fois, il y a à gagner, il y a du mérite à ce qu'on décide qu'une conversation donnée va être uniquement sur une des deux composantes, notamment celle qui dit ce qu'on pense de la personne. D'accord ? Autrement dit, bravo Alik, tabarakallah Alik, voilà ce que j'ai vu que tu as aimé substancié. D'accord ? J'ai vu comment tu as fait. Pas de la rhétorique. Voilà, les gens le sentent. Il y a quelqu'un qui avait dit. En attendant le mais. Oui, mais en attendant le mais. Voilà. C'est tout le monde. Exact. Donc, effectivement, que l'objectif de la conversation soit uniquement de vous assurer que la personne en face a une appréciation juste, totale de ce que vous pensez d'elle. D'accord, point. Vous avez un employé, vous êtes dans une officine, vous avez un employé. Il a reçu la marchandise, il a bien déchargé, il a bien stocké, il a bien mis dans les rayons. Allez lui dire,
Et l'objectif n'est vraiment pas de dire un feedback sur l'action, mais sur ce que vous pensez de la personne. Ah, j'apprécie vraiment, tu mets d'une aide. Sans ton aide, j'arriverai pas à m'en sortir. Vraiment, ce que tu as fait, ça m'a énormément aidé. Avant-hier, j'ai dû m'absenter. Ah, j'ai vu que tu as pu me remplacer, que les gens ont apprécié. Et vraiment, tabarakallah alik, mais substancié avec shift. Et comme ça, la personne reçoit le message. Et ce n'est pas nécessairement et on peut. La plupart du temps, quand on veut restaurer des relations, demander à Dieu d'avoir un cœur intelligent. Voilà. Donc là, donc je pense qu'on a assez parlé de ça. Oui. On ne le fait pas assez. Et la plupart, si vous avez encore une fois des relations de travail qui sont performantes, penchez-vous d'abord sur ce premier point. Donc général, ça, c'est les fondations. Ça, c'est les fondations. Les autres piliers. Maintenant, en termes d'action. Les piliers, après, c'est ce qui va se voir. C'est les actions. Oui. Le deuxième pilier, c'est le pilier de partenariat. Autrement dit, ce n'est pas parce que je suis le supérieur hiérarchique de cette personne que c'est mon esclave. C'est pas parce que je suis son boss qu'il m'appartient. C'est pas parce que j'influe sur son salariat, sur son travail, que je fais bien. D'accord ? Donc, c'est un partenariat, dans le sens où ma réussite va dépendre de ce que la personne va délivrer. Un chef d'orchestre, comme on se plaît à dire, un chef d'orchestre est la seule personne dans un orchestre qui ne produit aucun son. Donc la qualité du rendu de l'équipe, ce n'est pas le travail du supérieur, c'est la somme des résultats du travail des employés individuels. Et du coup, c'est qui des deux dont la réussite dépend de l'autre ? En fait, la réponse simple, c'est les deux. Et malheureusement, des fois, en tant que supérieur, on pense qu'on est le Dieu tout-puissant et que on peut faire ce qu'on veut, alors que non. Alors, c'est pour ça que le deuxième pilier est un pilier de partenariat, l'ihtiram, le respect de ce que cette personne m'apporte, peut-être même la reconnaissance, d'accord, de ce que cette personne a fait, comment elle contribue à mes résultats, parce qu'à la fin de l'année, moi aussi, je vais m'asseoir avec mes supérieurs. Le bon manager, c'est pas celui qui fait le travail à la place de ceux qui le dirigent, c'est celui sinon il fait pas son travail, parce que son travail est ailleurs. Et son travail, il est où ? Donc la partie partenariat, c'est le fait de se dire à qui est-ce que j'affecte quel rôle, dans quelle mesure est-ce que cette affectation va contribuer à son développement, dans quelle mesure est-ce que ça lui permettra de construire ce skill, cette compétence qui lui manque tant et à laquelle il aspire, dans quelle mesure est-ce que je vais choisir le projet auquel je l'affecte pour faciliter le fait que cette personne soit promue. Parce que je me vois déjà dans 1 an, dans 2 ans, m'asseoir moi-même devant avec ma hiérarchie et peut-être recommander la promotion de telle personne. Donc comment est-ce que j'agis sur ma zone d'autorité de façon à ce que moi aussi je contribue à donner, pas uniquement à recevoir. Donc ça, c'est la partie partenariat. Deuxième pilier. Alors, troisième pilier, c'est le fait d'être un manager impeccable. D'accord ? Ça, c'est 99% de ce que le manager va faire tous les jours. C'est d'accord ? Ça veut dire qu'il a un rôle où il va être un point d'escalade. Il a un rôle pour coordonner l'équipe, pour distribuer les rôles. Il a un rôle pour communiquer, bâtir la confiance, aider à résoudre les problèmes que lui ou elle est seul à pouvoir résoudre, d'accord ? Parce que des fois, on a des managers qui disent « Ah non, moi, je vais grandir mes équipes, je vais les responsabiliser, je vais déléguer. Mais la délégation, d'accord ? Il y a des fois où on a besoin d'être là. On n'a pas besoin de déléguer la complexité down, d'accord ? Vers les équipes. Et non. Donc, de la même façon qu'un manager ne doit pas micromanager ses équipes, parce qu'il doit leur laisser le champ de délivrer, de grandir, etc. De la même façon, il doit être présent, ou elle doit être présente quand il faut. Donc, encore une fois, c'est un travail. Le manager qui est il va faire un plan de carrière, il doit faire des évaluations, il doit faire un plan de compétences, il doit faire un plan de formation, il doit assurer l'adéquation du développement de la personne sur le terrain avec les compétences
qu'elle veut acquérir, etc. Donc, c'est un travail lourd que le manager va faire. Donc, et ça, je l'appelle le manager impeccable. Oui, et c'est parfois un travail invisible. Invisible, effectivement. Et difficilement quantifiable. Et tu sais, c'est pas vrai pour l'anecdote. Tu sais d'où est-ce qu'on apprend les meilleurs managers qui nous permettent d'apprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette fourchette de managers impeccables? C'est les mauvais. Parce que quand ton supérieur hiérarchique rate un des livrables qu'il doit faire, imagine par exemple qu'il n'a pas passé de temps sur ton plan de carrière, il n'a pas passé du temps à se dire ok, mais dans 6 mois, dans 1 an, comment est-ce que je fais évoluer cette personne? Quel rôle est-ce qu'elle prend? Comment est-ce qu'elle se développe? La gestion de salaire, d'accord, s'il n'a pas fait le nécessaire pour travailler le budget. D'accord. Oups, désolé, mais j'ai oublié de la composante d'augmentation de salaire dans la croissance du budget MLM. D'accord. Donc, quand un manager rate un de ces moments de vérité, les employés s'en rendent compte et la plupart du temps, malheureusement, on apprend beaucoup plus des mauvais managers parce qu'on se dit oula, je sais ce que je ne vais pas rater moi avec mes équipes. D'accord. Des fois, malheureusement, quand on est avec un super manager, des fois, on pense que juste les choses vont d'elles-mêmes. Quand on a pu observer que les mauvais, on se dit que le monde est ainsi. Et c'est le contraste, entre guillemets, qui est clair entre... Et le dernier élément pour clore le quatrième pilier du manager. Maintenant, quand vous avez atteint ce niveau où vous avez la confiance des gens, ils vous font confiance fondamentalement. Deuxièmement, vous avez bâti ce partenariat, c'est vraiment la main dans la main. On réussira ensemble ou pas. D'accord. Troisième, où vous avez fait ce que vous avez à faire. D'accord. Donc, vous êtes un manager impeccable qui fait ce qu'il a à faire, ce pourquoi il est payé. À ce niveau-là, les équipes peuvent venir s'ouvrir à vous de leurs besoins les plus profonds d'un point de vue développement, d'un point de vue amélioration, dépassement, d'un point de vue vision. Où est-ce qu'ils se projettent le futur? Et ils peuvent compter sur vous, ils peuvent solliciter votre aide pour les aider grâce à votre sagesse, grâce à votre expérience qui dépasse la leur, pour les aider à avoir plus de clarté à comment résoudre leurs problèmes les plus importants, comment se développer, où ils devraient aller. Et là, le manager gagne cette 4e casquette, ce 4e pilier du manager coach. Ça veut dire que la personne qui est là pour le bien des gens et qui les aide à trouver les meilleures solutions pour elles sur des sujets extrêmement importants et beaucoup plus Mais je tiens à dire que ça existe, parce qu'on se souvient de certains professeurs dans les parcours scolaires qui nous ont aidés à grandir, mais ceux qui n'ont pas vu ce manager coach peuvent être parfois extrêmement dubitatifs. Alors on va profiter de la respiration musicale et on va reprendre la suite de notre émission des experts ce matin. Triptyque. Oui, toujours. Et ceux qui souhaitent intervenir, nous resterons à l'écoute, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Soufiane Alhaji, qui est expert en excellence organisationnelle. Alors la gageure est de faire entendre entre guillemets les aspects concernant le 3e triptyque, clé dans la réussite professionnelle. Alors, exactement. Synergie, je vais rebondir collaboration, partenariat, oui. Moi j'aime rebondir sur les pauses musicales. Donc la précédente s'intitulait Cœur de loup. Et là en fait on va retenir du loup, non pas son aspect menaçant. Mais il fonctionne en meute. Exactement. Exactement. Donc son aspect collaboratif, parce qu'à la fin, imaginez que... seul on chasse un lapin, à plusieurs on peut chasser des mammouths. Exactement. Et donc effectivement, une fois que d'un point de vue réussite professionnelle, on avait couvert au début la partie excellence individuelle, comment étendre son impact pour atteindre des sphères qui n'étaient pas soupçonnées ou dans notre hiérarchie ne soupçonnaient pas notre capacité à les atteindre avant. Deuxièmement, la capacité en tant que chef d'équipe, manager, superviseur, chef de projet, whatever, de délivrer le meilleur, d'aider son équipe à donner le meilleur d'elle et de grandir, parce que vous imaginez que si le résultat du manager c'est la somme des composantes de son équipe, alors plus il les grandit,
plus il les fait se développer, plus il les fait délivrer des résultats exceptionnels, plus cette fameuse somme va grandir. Oui, plus les chances de réussir la chasse augmentent. Voilà. Oui. Exactement. Et donc, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, qu'est-ce qui reste ? En fait, ce qui reste, c'est d'arriver à bâtir, comme je disais tout à l'heure, sur une réussite collective avec les autres équipes, les autres composantes de l'entreprise. Et j'ai composante au sens large, parce que ça peut aussi être une collaboration réussie avec un fournisseur, ou avec un client, ou avec d'autres départements. D'accord ? Et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure il y a plusieurs années de ça, où et je pense que je t'en avais parlé dans un épisode précédent des experts. Le partenariat de haut vol. Partenariat de haut vol, exactement. Oui, c'est ce qui a donné ce dernier ouvrage que vous aviez commis. Exactement. Oui. Et donc là, et dans cette expérience où j'ai eu la chance de passer quelques mois en tant que commercial, je me suis rendu compte des limites de la vente. C'est-à-dire quand on a un client, là je l'ai vécu avec un client externe, mais par la suite, ces enseignements, je les ai ramenés au monde de l'entreprise. Donc quand dans notre relation avec nos clients externes ou internes, notre objectif c'est de faire passer notre agenda, c'est de leur soutirer le budget qu'il nous faut pour qu'on réussisse ces projets, etc. En fait, on va toujours être dans le Shidlian Qtalik. D'accord ? Et on sait le résultat de Shidlian Qtalik n'est pas fameux. Par contre, si on arrive à changer, si on arrive à prendre le recul nécessaire, si on investit dans une meilleure compréhension de ce fameux client qu'on veut transformer en partenaire. Oui. S'il sent qu'on a le souci de son propre intérêt, exactement. Il va s'ouvrir. Voilà. Et donc, plus on est capable de rentrer cela, de rentrer cela comme un facteur dans nos objectifs, eh bien, quand on va le voir, on ne va pas lui dire, écoute, je veux que tu me donnes le budget. On va dire, écoute, je te comprends, je sais que ce qui est important pour toi, c'est X, Y et Z. Si tu me donnes le budget que je demande, voilà comment mes projets pourront contribuer à X, Y ou Z. D'accord ? Et donc la personne arrête de t'entendre comme quelqu'un qui n'arrête pas de dire « donne-moi, 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 donne-moi ». Et soudain, il te voit comme quelqu'un qui lui dit « aide-moi à te donner, aide-moi à te donner, aide-moi à te donner ». D'accord ? Et là, on arrive à changer cette collaboration en vrai partenariat. Oui. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je l'ai ramené au niveau de l'entreprise, ça m'a servi avec ma hiérarchie. Je dis à Sebadri, il y a quelque chose qui pour moi, c'est devenu une habitude. À chaque fois que j'ai un nouveau supérieur hiérarchique, d'accord, dans nos premières réunions, on va s'aider à se comprendre. Avant, ce que je faisais dans ces fameuses réunions quand je rencontrais mon nouveau boss pour la première fois, je m'assurais à ce qu'il comprenne mon historique, ce que j'ai délivré, ce dont je suis capable, blablabla. Oui. Et après cette expérience dans le commercial, là, en fait, c'est que je passe maximum 50% de mon temps à essayer de comprendre. À essayer de me faire comprendre. Oui. Et le reste, je lui demande, OK, quelle est ta vision pour le groupe ? Qu'est-ce qui est important ? Quels sont, toi, la hiérarchie, qu'est-ce qu'elle t'a demandé de faire ? Qu'est-ce que tu as observé par rapport au passé que nous devrions changer ? Et ceci, et tu sais, je reboucle, et je pense que ça va être le dernier point de notre conclusion. Et c'est là où je reboucle, quand j'écris mon fameux résultat pour l'année d'après, je m'assure qu'ils intègrent un facteur de surprise pour ce qui est important pour mes supérieurs. C'est pour ça que vis-à-vis de la régie, on essaie de lui faciliter la tâche en rendant l'antenne en temps et en heure. Il est déjà 11h58. Grand merci pour nos auditeurs. À la suite, Kamal Sal va nous présenter les actualités. Ahmed Alaloua sera responsable de la tranche suivante. Atlantique Midi. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Merci Sébastien pour l'invitation.